Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Dossiers Sciences humaines et sociales. Série Séminaire RESEO. Dirigé par Isabelle Garabio-Moussaoui. RESEO, Réseau des praticiens de recherche en SHS en entreprise et organisation, a été créé à l'initiative de Sylvie Douzou et Hélène Yvonne Ménaud, EDF, Catherine Gorgeon, La Poste et Isabelle Laudier, CDC. Il réactive deux initiatives antérieures de fédération des entités de recherche en entreprise. La première dans les années 1980 intitulée « Rencontres sciences sociales », la deuxième dans les années 1990 à travers l'association ULIS, Association pour l'utilisation des sciences sociales dans l'entreprise. RESEO vise à fédérer l'ensemble des intervenants en sciences humaines et sociales qui sont commanditaires ou auteurs d'études portant notamment sur leur propre entreprise ou entité. Les disciplines concernées sont celles des sciences humaines et sociales, sociologie, psychologie, ergonomie, économie, droit, gestion. Ce réseau constitue une occasion pour les acteurs des structures de recherche en sciences humaines et sociales en entreprise et en organisation de se rencontrer et d'échanger sur leurs activités, tant sur un plan théorique et empirique, thèmes d'échange communs, problématiques de recherche communes pouvant déboucher sur un partenariat, que sur le plan des pratiques internes, politiques de recherche, valorisation des résultats, support de valorisation interne et externe, renouvellement des thématiques, des disciplines et des équipes. Les séminaires RESEO remplissent notamment cette fonction et permettent à de jeunes chercheurs bénéficiaires d'un CIFRE ou de bourse doctorale de présenter une communication de recherche dans un cadre intermédiaire entre un séminaire académique et une restitution d'études pour des interlocuteurs opérationnels. Ces communications restituées constituent les ouvrages RESEO. De développer des partenariats pour mener des recherches sur des problématiques communes. Les membres de RESEO ayant participé à cet ouvrage. Valérie Baudouin, Benoît Lelon, Division Recherche et Développement, France Télécom. Sophie Bocquier, Direction de l'Innovation et de la Recherche, SNCF Karine Bertonnet, Hélène Yvonne Ménaud, Direction Recherche et Développement, EDF. Hélène Delahaye, Direction Prospective et Recherche, La Poste. Catherine Gorgeon, Groupe La Poste. Barbara Jankowski, Centre d'études en sciences sociales de la Défense, Ministère de la Défense. Isabelle Laudier, Institut CDC pour la Recherche, Caisse des dépôts. Catherine Verite, Direction des statistiques, des études et de la recherche, CNAF. Présentation des auteurs. Solène Billaudaascencio est doctorante en sciences sociales au sein de l'équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs, CNRS, l'EHESS, INS, UCBN. Ses travaux de thèse, pour lesquels elle a obtenu des bourses d'études de la CNAF ainsi que de la Fondation Médéric Alzheimer, portent sur les mobilisations familiales de gestion autour des finances et des biens des personnes âgées hébergées en établissement. solène.bio@ins.fr. Tanguy Bizien est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Sa thèse, intitulée « La lettre et la relation épistolaire dans le film de fiction depuis 1940 » et sous la direction scientifique de François Jost, fait l'objet d'un contrat CIFRE financé par La Poste. Directeur artistique du festival Cinéaste Affranchi, il a récemment publié « D'entre les morts. L'épistolaire et la mort illustrée par le cinéma », in le dictionnaire de la mort, Paris, Robert Laffont 2009. Cyril Desjeux est docteur en sociologie EHESS, et a bénéficié d'une bourse doctorale de la CNAF. Il a également suivi une formation doctorale à la Sorbonne Paris V, il a réalisé plusieurs enquêtes, liens sociaux, SNCF, Hôpital Saint-Louis, etc., et publié différents articles, notamment Homosexualité et parentalité, du désir d'enfant à sa réalisation, Recherche et prévision, numéro 93-2008, Histoire et actualité des représentations et pratiques de contraception masculine, autre part numéro 52-2009. Desjeux.cyril@wanadoo.fr. Cédric Flukiger est maître de conférence à l'Université de Lille 3, au sein du laboratoire Théodile Ceyers-Ezel, EA 4354.
Il a effectué sa thèse sur l'apprentissage de l'usage des ordinateurs par les collégiens au sein de l'UMR-STEF à l'INS de Cachan et du laboratoire de sociologie des usages, SENS, d'Orange Labs. Il a récemment publié « L'école à l'épreuve de la culture numérique des élèves », Revue française de pédagogie, numéro 163, 2008, pp 51-61. Cédric.flukiger@univ-lille3.fr. Bertrand Aurel est ATER et doctorant au CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication rattachée à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il a passé 3 années au sein du laboratoire de sociologie des usages, SENS, d'Orange Labs dans le cadre d'un contrat CIFRE afin d'étudier les usages des MMS. Dernière publication, les images des caméraphones, de la mémoire vive à la mémoire vide. In Images et Mémoire, acte du 3e colloque international Icône-Image, juillet 2006, Musée de Sens, 2007. borel@nous.fr. Natalia Lavallee-Torres finalise une thèse en sciences du langage, ICAR Lyon 2, financée par Orange Labs dont l'objet est l'organisation temporelle des activités dans le foyer. Interaction, matérialité, technologie. Ces dernières publications sont A. Monsieur Relieu, Monsieur Zouinard, N. Lavallee 2007, Atom with Video Camera, Home Culture, Volume 4, numéro 1, B. N. Lavallee, 2008-2006, Redéfinition du contexte domestique. La réorganisation des activités familiales suite à des appels téléphoniques. Inel Mondada, édition, Verboom, la pertinence du contexte. Contribution de l'ethnométhodologie et de l'AC, tome 28, numéro 2-3, C. K. Cherkaoui Messin, N. Lavallee, sous-presse. Slogan and anti-slogan practices à confrontation en public space and advertising in the Parisian subway, studies in slang and slogan München, LINCOM Europa. natalialaval@gmail.com. Introduction générale. Benoît Lelon et Catherine V. ERITE. Ce 3e volume de la série des séminaires RESEO a été conçu à un moment où chercheurs et enseignants réagissent vivement au projet de réforme de la recherche et de l'université. Il ne s'agira pas ici, bien entendu, de prendre part à ces débats. Nous pouvons toutefois témoigner des expériences des divers acteurs qui ont pris l'habitude de se rencontrer dans le cadre de RESEO. Ces discussions et ces échanges confirment que nos démarches de soutien aux jeunes chercheurs permettent de créer des liens féconds entre la recherche académique et nos entreprises et organisations. Nous espérons ainsi contribuer modestement à la mise en place de passerelles entre les sciences humaines et sociales et les activités opérationnelles, entre le monde académique et la recherche privée, entre les filières de formation par la recherche et les recrutements hors de l'université. Nous pensons que notre activité dément une vision de sens commun, mais un peu trop hâtive, opposant une offre de savoir ésotérique et réflexif à une demande de recommandations immédiatement actionnables. Les doctorants en particulier sont souvent surpris de découvrir des interlocuteurs qui témoignent d'un vif intérêt pour la thèse en cours et contribuent à son amélioration conceptuelle et empirique. La recherche devient alors un langage commun entre le doctorant et le directeur de thèse, d'une part, et l'entreprise ou l'organisation qui accompagne la recherche doctorale, d'autre part. Ce livre se démarque des ouvrages plus classiques en sciences humaines et sociales par le caractère diversifié des travaux qu'il présente sur la sphère privée et la communication. Cette variété provient à la fois des entités qui soutiennent ces doctorants, mais également des disciplines et des approches déployées par ces jeunes chercheurs sur un même objet. Ainsi sont mobilisées à la fois la sémiotique et l'analyse de contenu, Bertrand Aurel, l'ethnométhodologie et l'analyse des interactions, Natalia Lavallee, l'anthropologie de la vie quotidienne et la sociologie des relations de parenté, Solène Billot-Asensio, les sciences de l'éducation et l'analyse des traces d'usage, Cédric Flukiger, la sémiologie audiovisuelle, Tanguy Bizien, les sociologies du corps, du genre et des comportements sexuels, Cyril Desjeux. Malgré cette hétérogénéité méthodologique et disciplinaire, plusieurs résultats communs se dessinent. En premier lieu, ces recherches sur la sphère privée et la communication mettent en évidence le rôle de l'environnement matériel et des objets quotidiens dans la communication interpersonnelle, l'organisation de l'action, la construction et la publicisation des identités individuelles et collectives, la négociation des territoires personnels. L'étude de Natalia Lavallee
montre ainsi que la gestion de la vie domestique s'appuie sur les appareils informatiques et médiatiques, et que ceux-ci servent en particulier à la mère pour la régulation temporelle des activités des enfants. Dans son analyse des messages multimédia composés et envoyés par téléphone mobile, MMS, Bertrand Aurel s'attache aux effets de sens produits par l'artefact et par l'interface elle-même. Ses recherches le montrent. Outils et espaces donnent des prises pour la compréhension et pour l'intervention, et ceci vaut pour l'individu en action comme pour celui ou celle qui l'analyse. Plusieurs contributions pointent l'aspect transactionnel et réglé des interactions. Les communications de la vie ordinaire, en effet, sont cadrées par des attentes, des codes, des logiques de don et de contre-don. Dans les scènes du film étudié par Tanguy Bizien, le recours au SMS, au courrier électronique ou à la lettre impose des règles d'usage qui reconfigurent l'utilisateur et participent même d'un procès de subjectivation. Quant à la parenté des personnes âgées quittant leur domicile, Solène Billot-Asensio révèle combien ses membres réunis au moment du départ font l'expérience des droits et des devoirs associés à leur position familiale. On voit ainsi qu'il faut prêter attention aux échanges et aux horizons normatifs, pour comprendre la circulation des objets et de l'argent, pour faire sens des situations d'envoi de messages et de réception de contenu. Au-delà de leur diversité, l'ensemble des contributions rappelle aussi que les individus ont une épaisseur identitaire et relationnelle dont il faut tenir compte dans l'observation et l'analyse. Elle peut en effet se manifester dans les détails les plus infimes des actions concrètes et de l'expérience des acteurs. Ainsi, les compétences et les pratiques de consultation et de recherche sur Internet par les collégiens dépendent de leur itinéraire social et cognitif. Selon l'enquête de Cédric Flukiger, leur schème de navigation s'organise en 3 univers d'usage qui renvoient spécifiquement à des lieux et réseaux de socialisation et d'apprentissage. Et Cyril Desjeux montre que les usages des dispositifs de contraception masculine impliquent des réglages propres à la définition de l'intime et de la masculinité, à la confiance entre les partenaires et à leur projet conjugal. Identité sexuée, rôles familiaux, parcours biographique, répartition de ressources tant relationnelles qu'économiques et culturelles. Autant de spécificités nécessaires pour saisir la territorialisation des espaces sociaux ou les formes des interactions. La première partie de cet ouvrage porte sur les techniques de communication et les pratiques scripturaires, et s'ouvre sur l'analyse de Tanguy Bizien. Dans son film Be With Me, le réalisateur Eric Coho décline 3 histoires qui se cristallisent autour de l'écriture. Des adolescentes communiquent par SMS et courrier électronique, une femme aveugle écrit son histoire au sein d'un manuscrit, un homme inadapté socialement tente d'écrire une lettre d'amour à une femme qui ignore tout de son existence. Ce personnage de Coho, incapable d'approcher celle qu'il aime, décide de lui écrire, la lettre étant pour lui l'unique possibilité d'accès à l'autre. Le cinéaste singapourien ne cesse de faire revenir le thème du face-à-face et le rôle des dispositifs tels que l'évoque Michel Foucault. À l'image, le personnage fantasme ce face-à-face jusqu'à ce qu'il décide de le faire advenir réellement. Mais en faisant la démarche d'adresser sa lettre, il se trouve confronté à lui-même en tant que sujet d'écriture. Le film illustre parfaitement l'enjeu réflexif de l'écriture épistolaire qui oblige le sujet à exister, non seulement au regard de l'autre mais aussi à son propre regard. La personnalité du personnage ne cesse de se densifier à mesure qu'il franchit les différentes étapes, le conduisant à rédiger sa lettre. Cet article propose une réflexion sur la révélation de soi par l'écriture épistolaire, et sur les possibilités offertes par le cinéma de traiter visuellement une approche foucaldienne du face-à-face. Les recherches de Cédric Flukiger portent l'attention sur les jeunes et leurs pratiques en ligne, notamment leur activité de recherche d'informations sur le web. L'analyse est en particulier consacrée aux compétences pratiques, ainsi qu'aux espaces sociaux et aux relations interpersonnelles qui permettent leur émergence, leur transmission et leur consolidation. Qu'apprennent effectivement les adolescents dans leur usage souvent ludique des ordinateurs, d'Internet et de ces outils communicationnels? Décrit sous le vocable de « génération Internet », les plus jeunes se voient souvent attribuer par leurs aînés une véritable virtuosité, d'autant plus impressionnante qu'elle apparaît peu spécifiée. En utilisant les technologies de l'information et de la communication, les adolescents développent certaines compétences techniques, mais qui ne font souvent l'objet d'aucune formalisation. Dans le cadre d'une recherche ethnographique,
Cédric Flukiger a procédé à des observations directes d'adolescents utilisant un navigateur web dans différents contextes sociaux. Il montre que la variabilité des schèmes d'utilisation observés renvoie à un mode de familiarisation pratique, fondé sur l'imitation, faisant peu appel à l'explicitation et à la conceptualisation, et limitant la compréhension qu'ont les adolescents des systèmes qu'ils manipulent. Cette partie se conclut par l'article de Bertrand Aurel sur les messages multimédia envoyés par téléphone mobile, MMS. Ceux-ci allient une dimension esthétique et communicationnelle, expressive et informationnelle. L'observateur-chercheur est ainsi conduit à temporairement abandonner les notions d'usage et de pratique pour envisager celles de poétique. Cette dernière se dégage assez naturellement au regard des savoirs engagés par les acteurs sociaux et des propriétés sémiotiques et matérielles des outils de communication. Cette poétique pourrait se définir comme le réseau des formes cognitives, composé de savoir-faire et de représentations sociales, mobilisées par les messages multimédia mobiles. Une telle poétique a été saisie dans la rencontre fortuite avec un dispositif technique originellement déployé pour en révéler les traces d'usage, à savoir le contenu du message MMS en lui-même. Cette recherche vise, à travers des exemples précis, à justifier le non-recours à une approche classique des usages, et propose un éclairage inédit sur ces nouvelles pratiques communicationnelles, photographiques et culturelles. La deuxième partie de ce livre est consacrée aux objets et interactions personnelles et familiales, et commence par la contribution de Solène Billot-Asensio sur l'entrée en maison de retraite. Il s'agit d'un événement complexe à la fois pour les personnes âgées et leurs apparentés, entre adaptation et regret pour les unes, soulagement et culpabilité pour les autres. Le deuil de l'ancien chez soi se fait souvent à demi-mot, en laissant une nouvelle routine s'installer, et grâce à un temps de latence observé avant d'agir et de se réapproprier ainsi le cours des événements. En effet, tôt ou tard, se pose la question du devenir de l'ancien domicile et de son contenu. Les négociations et les prises de décision peuvent alors impliquer tout le groupe de parenté. Si, le plus souvent, le bien immobilier est vendu, les sommes issues de cette conversion de patrimoine sont l'objet de fortes prescriptions quant à leur utilisation. Dans ce cas comme dans celui, plus rare, de la conservation du bien, le calcul vise à ce que les descendants en reçoivent le maximum, tout en minimisant les risques de contributions financières futures pour la prise en charge de leurs parents. Le débarrassage, moment symbolique, est l'occasion d'une réunion familiale extraordinaire, durant laquelle la maison est réoccupée collectivement de façon éphémère. Son déroulement traduit aussi la complexité des positions et des relations au sein du groupe de parenté. Dès ce jour, la propriété symbolique des biens passe aux héritiers qui s'arrangent donc entre eux. Sur eux pèse l'obligation morale forte de recevoir certains biens, normes qu'ils négocient de manière diverse selon leur histoire familiale, leur trajectoire et la conception des relations familiales qui en découlent. Au final, cette période sensible est à la fois révélatrice des relations au sein du groupe familial et structurante pour leur avenir. Elle permet de se projeter à nouveau, tout en réaffirmant l'inscription de la personne âgée et de ses descendants dans une même lignée. La deuxième partie de l'ouvrage se poursuit par l'article de Cyril Desjeux. Différentes déclinaisons de l'intimité sont rendues apparentes en analysant l'itinéraire du préservatif masculin. Mettant en œuvre une méthode qualitative et ethnophotographique, des entretiens ont été réalisés et des photos ont été prises pour caractériser matériellement et symboliquement les étapes d'acquisition et d'usage. À travers l'obtention du préservatif, la manière de le ranger, de le prendre, de l'ouvrir et de l'enfiler, l'interprétation des sensations ressenties, de ses contraintes, son acceptation par l'utilisateur, ses modalités d'utilisation et son abandon, on rend manifeste que les définitions de l'intime se transforment et ne se présentent pas de la même manière à chaque moment. Ainsi, l'intimité se construirait et se diversifierait selon de multiples configurations, modifiant les jeux d'interaction sexuelle et la place de chacun des deux sexes selon les étapes du parcours d'utilisation. C'est-à-dire qu'à travers la dimension corporelle, habillée, nue, centrée sur le pénis et les différents types de relations familiales, marchandes, amicales et sexuelles, l'intimité masculine pourrait se décliner sous au moins 5 modalités. D'une part, une forme partagée propre au lieu public, d'autre part, une intimité préservée en lien avec la sphère privée, et enfin une forme conjugale, une personnelle et une masculine au sein de l'espace intime.
Au bilan, la carrière d'usage du préservatif apparaît comme un moyen particulièrement heuristique d'analyser ces différents niveaux et la manière dont ils s'articulent. Le livre se conclut par l'étude de Natalia Lavallée sur la vie familiale. Cette recherche vise à accéder aux activités en train de se faire, et privilégie donc une méthodologie qualitative et naturaliste fondée sur l'enregistrement vidéo. Les analyses montrent que les membres des foyers, notamment les adultes, mènent un travail soutenu de segmentation reconnaissable du flux actionnel. En utilisant des ressources multicanales, verbales, gestuelles, corporelles, spatiales, et aussi technologiques, les membres développent des procédés d'organisation qui contribuent à la planification, la coordination, le pilotage et la hiérarchisation de cours d'action dans des contextes caractérisés par la multi-activité. Les technologies de communication, parmi d'autres ressources, sont utilisées comme des marqueurs ou des créneaux temporels, des dispositifs de coordination, des opportunités de réorientation de l'action. Ces procédés, au-delà de leur caractère éminemment prospectif et public, sont asymétriquement mobilisés entre adultes et enfants, et mettent en lumière la dimension normative et morale de la vie de famille. Ainsi, le caractère méthodique du passage d'une activité à une autre contribue fortement à la socialisation des enfants en tant qu'apprentis membres d'un certain ordre familial, fortement routinisé et néanmoins, toujours à accomplir. Première partie, techniques de communication et pratiques de CRITURE. Présentation de la partie. Benoît Lelon et Catherine V. ERITE. Dans cette première partie, nous nous intéresserons aux outils mobilisés dans les échanges interpersonnels, et en particulier à la place de l'écrit. Les chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont examiné ces thématiques ont introduit la notion d'espace mutuellement construit par les interactants. En s'engageant dans une interaction, un individu s'efforce d'aménager et de partager avec autrui un espace communicationnel. Cet espace peut être matériel, une salle de réunion par exemple, est composée d'individus en face à face. Il peut au contraire être plus largement virtuel, comme un forum de discussion sur Internet. Des configurations plus complexes se présentent avec les récents dispositifs de visiophonie, de mobilité et de communication en ligne. Leur utilisation implique alors des individus en situation de téléprésence, des échanges qui se constituent de pratiques interactionnelles greffées sur des artefacts situés dans différents types de lieux, espaces publics, entreprises, cadres domestiques. 1. L'espace communicationnel s'appuie ainsi le plus souvent sur un grand nombre de dispositifs, techniques, langagiers, gestuels, textuels, etc. Les 3 premiers contributeurs de cet ouvrage le montrent bien. Écrire une lettre, Tanguy Bizien. Naviguer à 2 sur Internet, Cédric Flukiger. Préparer un MMS, Bertrand Aurel, sont les thèmes des contributions qui composent cette première partie et qui s'intéressent à ce type d'opération et aux équipements mobilisés. Dans une interaction en face à face, les personnes commencent par établir un cadre de participation. Cette notion, que Goffman II a élaborée, rejette le modèle de communication traditionnel locuteur-auditeur, que l'on persiste à utiliser implicitement ou explicitement dans beaucoup d'approches de la communication ou de la communication de masse. Comme le soutient Goffman, la communication quotidienne est souvent trop complexe, trop dynamique et trop ambiguë pour se découper aisément en catégories de locuteurs et d'auditeurs. Goffman replace l'auditeur dans un cadre de participation. Dans une discussion, un auditeur a une position communicative, il écoute ce que dit le locuteur, et une position sociale, un statut officiel comme participant agréé. Cependant, un participant ratifié peut ne pas écouter et quelqu'un qui écoute peut ne pas être un participant ratifié. 132. Les 2 positions de l'auditeur doivent donc être distinguées, car chacune met en jeu un rôle communicationnel et des responsabilités différentes. Par exemple, un auditeur non ratifié doit manifester qu'il n'a pas l'intention d'écouter la conversation, et jouer le désintérêt. 132, où l'indiscret qui épie une conversation doit déclarer son statut d'auditeur non ratifié lorsqu'il rapporte la conversation à des tiers, alors que le participant auquel on s'adresse doit être particulièrement attentif envers le locuteur. La construction de ce cadre s'appuie donc sur les particularités des personnes en présence et de l'environnement matériel, d'où les spécificités des 3 espaces sociaux d'apprentissage relevés par Cédric Flukiger.
Les travaux sur les pratiques de communication ont montré que l'approche goffmanienne pouvait être étendue aux dispositifs de communication à distance comme les forums sur Internet, les mails, prolongeant les résultats déjà anciens sur les échanges épistolaires. C'est notamment ce que démontrent Valérie Baudouin et Julia Velkovska, lorsqu'elles analysent la mise en évidence des procédures pratiques utilisées par les participants à un forum, pour créer un espace commun d'intercompréhension 3. Ces travaux, ainsi que ceux menés sur la visiophonie, ont expliqué les difficultés d'usage en montrant que l'espace communicationnel unique partagé en face à face se trouvait clivé en sous-espaces inégalement accessibles aux participants. D'autres recherches 4 se sont concentrées sur le moment même de fabrication de ce cadre, sur les ouvertures de conversation. Certaines ont porté sur l'adressage. Les applications de messagerie instantanée et les sites de réseaux sociaux, parce qu'ils automatisent partiellement la publicisation de la présence et des liens, autorisent des formes renouvelées de gestion relationnelle 5. En étudiant la production d'un tel espace communicationnel, les 3 contributeurs abordent la question de ce que l'on rend ainsi visible à autrui, ce que l'on dévoile de soi et de ses compétences symboliques et pratiques et qui peut permettre, selon les circonstances, de développer son identité, ses goûts, ses savoir-faire. Le personnage principal du film d'Éric Coho se reconstruit lui-même en écrivant sa lettre, Tanguy Bizien. L'interface du MMS engage une certaine esthétique, Bertrand Aurel, L'. Explicitation et le mimétisme permettent l'apprentissage d'Internet, Cédric Flukiger. Dans toutes ces circonstances d'écriture, des parties de soi et des compétences sont mobilisées. L'individu se dévoile, prend un risque. S'engage dès lors une lutte pour la reconnaissance, au sens onésien du terme 6, qui contribue à sa construction et son apprentissage. Car si avec Michel Foucault, l'individu moderne est le produit de dispositifs de subjectivation, nous ne sommes plus pour autant des corps soumis à la discipline mais des sujets plus autonomes, devenus bien davantage responsables de la fabrication de leur identité, de la production de soi 7. Chapitre 1. Le CRITUREEPISTOLAIRE, ou la révélation de soi au CINEMA. L'exemple du FACEAFACE, EPISTOLAIRE dans Be With Me d'Eric Kho. Tanguy Bizien. L'écriture d'une lettre engage le sujet épistolaire au cœur d'une mécanique littéraire qui peut le révéler à lui-même, comme à celui à qui il destine sa missive. Ainsi la révélation de soi concerne aussi bien la révélation du destinateur à son propre regard que sa révélation au regard du destinataire. Nous voudrions rendre compte de la possibilité offerte par la lettre d'avoir accès à soi, en passant par l'autre, ainsi que la possibilité d'aménager un véritable face-à-face avec l'autre grâce à l'écriture épistolaire. Nous souhaitons en rendre compte en étudiant plus particulièrement l'écriture épistolaire, au sein des films de fiction. L'exemple de Be With Me du cinéaste singapourien Eric Kho, 2005, illustre le fait que l'écriture d'une lettre peut modifier le cours des choses pour celui qui s'y essaie. L'un des personnages du film décide d'écrire une lettre à la femme qu'il aime secrètement, celle-ci ignorant tout de son existence. Il projette de lui dévoiler ses sentiments par écrit, et comme il rédige la lettre, il les fait apparaître pour lui-même avant tout. L'écriture épistolaire implique donc une part de réflexivité renvoyant le scripteur à lui-même tout en l'exposant aux yeux de l'autre. La métaphore du dialogue entre absents est l'un des principaux topoïs de la correspondance censée recréer les conditions d'un véritable face-à-face entre deux personnes séparées. L'absence, constitutive de la relation épistolaire, est retravaillée par le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.